L'année 2026 a commencé en Haïti comme elle s'était terminée en 2025, caractérisée par la violence armée extrême des gangs, des déplacements internes massifs, une transition politique poussive, une économie dévastée, une corruption généralisée. Haïti est l'un des pays les plus fragiles et dangereux au monde. Sa capitale, Port-au-Prince, est contrôlée à près de 90% par des groupes armés. Alors quel avenir pour le pays qui doit organiser des élections générales en 2026 ? On en parle ce soir avec notre invité, l'ambassadeur de France en Haïti, de passage à Paris, Antoine Michon. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Alors, avant de parler en longueur d'Haïti, un mot évidemment de cette intervention américaine au Venezuela. Ces frappes nocturnes, tout d'abord, sur plusieurs sites stratégiques, suivies de la capture et de l'exfiltration de Nicolás Maduro, qui doit maintenant être jugé sur le sol américain pour officiellement narcoterrorisme. Tous ces développements ont sidéré la planète, énormément de réactions à l'international. On en a largement parlé sur notre antenne. Votre réaction tout d'abord après ces développements ? Bon, alors c'est pas vraiment mon sujet, mais je comprends que l'actualité prime. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la France, Nicolás Maduro était un dirigeant illégitime qui avait bafoué la souveraineté du peuple vénézuélien, notamment depuis les dernières élections de juillet 2024, dont les résultats n'ont jamais été publiés. C'est un pays, il était à la tête d'un pays en crise profonde, qui a connu, qui a forcé à l'exil plus de 7 millions de personnes. Et donc maintenant, je pense qu'il est important qu'on ait une transition pacifique, que le peuple vénézuélien puisse souverainement décider de son avenir à travers des élections libres et démocratiques. Mais je peux dire aussi la France est préoccupée par la multiplication de ces actions unilatérales en violation des principes de la Charte des Nations Unies, à laquelle la France reste très attachée. Et il nous paraît très important, notamment, que des membres permanents du Conseil de sécurité, qui ont une responsabilité éminente dans le respect du multilatéralisme et du droit international, les respectent pleinement. On a la sensation, monsieur l'ambassadeur, depuis, pas seulement depuis les événements au Venezuela, mais depuis, disons, des mois, voire des années, de basculer en quelque sorte dans un autre monde où effectivement c'est la loi du plus fort qui prime, où le droit international est bafoué dans de nombreux endroits de la planète. Il y a une très grosse responsabilité des États-Unis dans le basculement de ce monde. Il y a une forme de, je dirais, brutalisation des relations internationales dont on est conscient et à laquelle je pense qu'il faut que notre pays se prépare, le fasse en toute lucidité. Et je pense que c'est ce que nous faisons, voilà, les yeux ouverts sur cette réalité à laquelle il ne faut pas céder et contre laquelle il faut continuer de se poser en défenseur du multilatéralisme et du droit international. En tout cas, cette action des États-Unis ne risque pas d'encourager certains autres dirigeants à peut-être effectuer des actions similaires pour renverser un dirigeant autre d'un pays voisin ? Bon, ça, je ne peux pas là-dessus me prononcer plus avant. Enfin, en tout cas, ce genre d'attitude risque de déstabiliser peut-être encore un peu plus notre planète en 2026. C'est ce qu'on peut craindre ? C'est une forme de déstabilisation des relations internationales, c'est évident. Donald Trump avait avancé l'argument justement de la lutte contre le narcotrafic pour justifier cette intervention contre Nicolás Maduro. On sait que Haïti, dont vous êtes donc l'ambassadeur en France, en Haïti, est une plaque tournante là aussi de nombre de trafics. Est-ce que ça pourrait être, Haïti, une prochaine cible, vous pensez, pour la présidence Trump, si on suit sa logique ? Bon, écoutez, ça, je ne sais pas. Ce qui est certain, effectivement, c'est que le trafic de drogue, en particulier le trafic de cocaïne, est présent en Haïti, qui sert de rebond, qui sert de point de passage, et ça depuis des années. Et comme tous les pays de la région, y compris nos territoires d'outre-mer, il est exposé ces dernières années à une énorme augmentation du trafic de cocaïne essentiellement depuis la Colombie. Une partie aussi passe par le Venezuela. Et donc, une partie de l'explosion de la violence des gangs s'explique par cette explosion aussi du trafic de cocaïne. Donc pour nous, c'est une des grandes préoccupations et une des grandes priorités de notre action en Haïti, d'aider les autorités à lutter contre le trafic de drogue. Des gangs qui se financent donc avec ces trafics ? Alors, c'est pas leur seule source de financement, c'est une source importante.
Ils pratiquaient également l'extorsion à grande échelle, à travers des kidnappings, à travers des extorsions sur les principales voies économiques qu'ils contrôlent, notamment dans la capitale. Mais bien sûr, le trafic de drogue, c'est une source de financement, et il amène avec lui une utilisation de la violence que ce pays n'avait jamais connue. C'est un pays qui a connu des épisodes de violence, mais jamais à ce niveau-là, jamais avec une telle violence, parfois gratuite, exercée contre, bien sûr, les forces de l'ordre, mais aussi contre la population. Là, on atteint un pic, vous diriez, en ce moment ? Depuis l'année dernière, oui, clairement. On a répertorié, les Nations Unies ont répertorié plus de 5600 personnes tuées l'année dernière, et il n'y avait jamais eu autant. Oui, c'est ça, en 2024. En 2024 et 2025, on est sur une tendance. Et 1500 enlèvements avec demande de rançon. Tout à fait, oui. Et dont sont victimes toutes sortes de personnes, c'est toutes catégories sociales confondues. Essentiellement dans la capitale, mais aussi dans les 2 départements voisins, l'Artibonite et le Centre, où les gangs continuent à progresser et où on trouve le même phénomène, extorsion et kidnapping. Pour ce qui est de la capitale Port-au-Prince, c'est 90% à peu près de la capitale qui est contrôlée désormais par les gangs ? Oui, de l'agglomération de Port-au-Prince, c'est à peu près, c'est l'estimation 85-90%, donc ça veut dire qu'il y a des quartiers entiers qui sont complètement sous le contrôle des gangs. C'est quoi le quotidien du coup dans la capitale ? Le quotidien, il y a 2 mondes. Il y a je dirais, le monde des quartiers contrôlés par les gangs, où il y a quand même toujours de la population. Beaucoup de gens sont partis de ces quartiers pour essayer de se réfugier dans les zones encore libres. Et puis, il y a les zones libres qui ne sont pas pour autant indemnes de violence, mais qui sont beaucoup plus préservées, et où les gens se réfugient d'une certaine façon, à la fois pour y vivre, pour y travailler, pour circuler. Donc il y a une forme de congestion d'ailleurs qu'on trouve sur les routes dans cette partie de la ville qui est très occupée. Et pour tout le monde, ça veut dire un environnement très limité. L'ambassade de France, elle se situe où par rapport au centre-ville ? Alors elle se situe dans ce qu'on appelle le centre-ville, dans la zone administrative du Champ de Mars, donc pas très loin du palais présidentiel, de la plupart des ministères. Et c'est l'une des rares représentations qui est encore présente à Port-au-Prince, en tout cas l'une des rares représentations européennes. Tout à fait, mais on a été contraints, comme d'autres, à déménager nos services au mois d'avril dernier, parce que la zone, je dirais, de front, qui était jamais très loin de l'ambassade, s'est rapprochée. Et donc, c'est devenu beaucoup trop risqué pour nos agents et puis aussi pour nos usagers de se rendre à l'ambassade. Et donc, on a déplacé les services de l'ambassade dans cette zone plus sûre et on est hébergé aujourd'hui par la délégation de l'Union européenne depuis le mois de mai dernier. D'accord. Et dans ce contexte sécuritaire, disons, extrême, comment est-ce que vous vivez ? Comment est-ce que vous exercez votre travail d'ambassadeur ? Comment est-ce que vous vous déplacez ? Alors, ça me concerne moi et toute l'équipe, parce qu'on est quand même une quinzaine d'expatriés, diplomates. Et puis, on a beaucoup de sécurité française, on a beaucoup de gendarmes avec nous, auxquels je tiens à rendre hommage. On se déplace donc en véhicule blindé systématiquement, uniquement pour des déplacements professionnels ou essentiels, et sur des itinéraires, des espaces bien délimités. On a un couvre-feu, donc il n'y a pas de sortie le soir. Et puis l'autre contrainte qu'on rencontre depuis 1 an, c'est que les gangs ont tiré sur des avions à l'aéroport de Port-au-Prince. Et donc il n'y a plus de vols internationaux depuis Port-au-Prince depuis 1 an. Et donc pour sortir de la capitale, on ne peut pas sortir par la route, ça depuis très longtemps. On sort avec un hélicoptère des Nations Unies qui nous amène dans le nord du pays, où là on peut connecter avec des vols internationaux. Et ça, c'est une contrainte qui s'applique à nous, mais qui s'applique aussi à toute la population. En juin 2024, il y avait une force multinationale de soutien à la sécurité qui avait été envoyée à Port-au-Prince. La mission a pris fin en octobre dernier. Elle a été depuis remplacée par une force de répression des gangs sous mandat onusien. Est-ce que ça a permis d'améliorer un petit peu la sécurité ou... Quel bilan vous en faites ? Alors, c'est une transformation qui est en cours. On avait effectivement adopté au Conseil de sécurité un mandat pour une mission multinationale d'appui à la sécurité qui a été assurée essentiellement par des policiers kenyans, auxquels aussi je tiens à rendre hommage, qui ont aidé à stabiliser la situation dans la capitale, mais ce n'était pas suffisant.
Et donc on a beaucoup œuvré au Conseil de sécurité avec nos partenaires pour mettre en place un nouveau mandat, une nouvelle force, qui s'appelle cette force de répression des gangs, qui comptera jusqu'à 5500 hommes, essentiellement des militaires. Elle est en cours de déploiement. Ça va prendre encore quelques mois, donc elle n'est pas encore en place. Mais on espère qu'avec ce mandat plus robuste, cette force plus importante, on permettra aux autorités de reprendre le contrôle d'une partie du territoire. Et la France spécifiquement, qu'est-ce qu'elle fait pour épauler, disons, les autorités haïtiennes pour la sécurité? On accompagne sur la mise en place de cette force de répression des gangs qui va être importante. Et ensuite, mais c'est aussi très important, on accompagne les autorités haïtiennes dans la formation, l'équipement de leur propre force de sécurité. Parce que ce qui est, je pense, très important de souligner, c'est que la force de répression des gangs ne devrait pas être la solution absolue. Et il est très important que les autorités haïtiennes augmentent de manière très significative leur force de sécurité nationale. Pour vous donner des éléments, aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 policiers et militaires haïtiens, ce qui est un ratio par habitant très très faible, moins de 1 pour 1000 habitants, là où tous leurs voisins, la Jamaïque et la République dominicaine, sont à 8 ou 10 fois plus nombreux. Ce qui explique aussi la situation. Il n'y a pas suffisamment de présence de forces de police sur place. Donc on les encourage fortement à augmenter leur force de sécurité et on les accompagne avec des formations, notamment pour les policiers. On fait venir des policiers français et de nos unités d'élite, le RAID, l'OFAST pour la lutte contre la drogue, la BRI, pour former sur place. Et on est les seuls à faire ça avec des policiers d'actifs. C'est un gros engagement du ministère de l'Intérieur. Envoyer des officiers d'actifs, former ces policiers haïtiens. On en a formé 400 cette année, en 2025. Et on forme également, depuis l'année dernière, les militaires haïtiens, qui est une force plus petite, 1000 hommes. Et on a formé une centaine déjà, et on formera une nouvelle centaine l'année prochaine. Et on fournit également des équipements, des véhicules blindés, parfois des munitions, en plus de ces entraînements, de ces formations. Alors, au-delà de la question de la sécurité, on le sait aussi, 60% des Haïtiens vivent avec moins de 4 $ par jour. L'espérance de vie est de 65 ans. La situation sanitaire également préoccupe régulièrement. Il y a une épidémie de choléra notamment qui a repris depuis l'an dernier. Les conditions de vie sont très précaires pour la plupart des Haïtiens. Elles sont encore aggravées lorsque l'île est touchée par des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui se multiplie évidemment avec le réchauffement climatique, comme lors de la tempête Mélissa qui a touché donc Haïti en novembre dernier. Là aussi, quelle aide est-ce que la France peut apporter aux populations lors de tels événements? Alors, on apporte une aide humanitaire très importante. On a multiplié par 15 notre aide humanitaire en 3 ans pour vraiment répondre à cette situation de crise humanitaire qui est causée par la crise de sécurité. Vous l'avez dit, il y a plus d'1,5 million de personnes déplacées. Il y a à peu près 300 000 personnes qui vivent dans des camps de fortune. Et donc on a une aide humanitaire qui est mise en œuvre à travers des ONG, souvent des ONG françaises, ou à travers des organisations des Nations Unies, le PAM et l'UNICEF notamment, pour venir en aide aux personnes déplacées, notamment les femmes, les jeunes filles. Et quand il y a des événements extrêmes comme la tempête Mélissa, enfin l'ouragan Mélissa, on apporte également des appuis. Et en réponse, on apportait à peu près, alors c'était assez limité, c'était 200 000 €, mais des appuis ciblés qui ont permis notamment de restaurer des routes, restaurer des canalisations qui avaient été détruites par la tempête. Alors l'actuel Premier ministre, c'est Alix Didier, fils aimé. Il avait succédé en 2024 à Gary Conille, limogé, on le rappelle, par le Conseil présidentiel de transition après seulement 5 mois au pouvoir. Un limogeage qu'Emmanuel Macron avait déploré, qualifiant certains responsables haïtiens, je le cite, de complètement cons, ce qui avait généré beaucoup de tensions évidemment entre la France et Haïti. Ces relations sont apaisées aujourd'hui ? Oui, bon, c'était un épisode malheureux, mais les relations sont bonnes. Le président de la République a reçu l'an dernier, en janvier dernier, le président Leslie Voltaire, qui était le président du moment du Conseil présidentiel de transition.
Notre ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a reçu son homologue 2 fois depuis. Donc, on a de bonnes relations et on travaille, je dirais, en bonne intelligence avec les autorités de transition, notamment sur toutes ces coopérations que j'ai évoquées. Un dernier mot peut-être des élections générales qui sont prévues en 2026. Est-ce que dans le contexte qu'on a décrit depuis quelques minutes, notamment sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'elles pourront se tenir ? Alors, il est très important que des élections se tiennent, puisqu'il n'y a pas eu d'élection depuis 2016. Donc, ça fait 5 ans maintenant qu'il n'y a plus de dirigeants élus à la tête du pays. Il y a un calendrier qui était fixé pour août 2026, avec des conditions, notamment des conditions de sécurité, parce qu'une question très pratique pour pouvoir organiser des élections, il faut pouvoir avoir accès à tout le territoire, et il faut que tous les électeurs puissent voter. On espère qu'elles seront réunies à ce moment-là, mais c'est évident qu'il faudra que les conditions de sécurité soient réunies pour que tous les Haïtiens et les Haïtiennes puissent participer librement, que les candidats puissent faire campagne librement. Il ne faut pas que ces élections s'exercent ou se tiennent sous l'influence des gangs, ce qui serait un résultat désastreux. Merci beaucoup Antoine Michon, je le rappelle, ambassadeur de France en Haïti, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur France 24. Cet entretien est à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux.